Bonjour tout le monde, bienvenue à Personne en parle, une balado produite par Maison Interlude House. Je m'appelle Marie-Pierre et j'ai le bonheur d'animer cette balado en compagnie de ma collègue Sylvie Gravel. Bonjour. Allô Marie-Pierre, Comment ça va? ça va bien toi-même? Ben oui, ça va super bien. Sylvie, toi dans nos balados, si c'est la première fois que vous vous joignez à nous, tu joues un rôle un petit peu particulier, tu joues notre fouineuse. Oui, effectivement, je joue votre fouineuse. Donc, mon rôle, c'est un peu de poser les questions que tout le monde aimerait poser, mais n'ose pas poser. Donc, je pose ces questions-là afin de démystifier le sujet. Parfait, parce que c'est ça qu'on fait ici à Personne n'en parle. On parle de sujets dont on n'entend pas assez parler. Et cette semaine, on s'attaque à un sujet bien particulier, celui de la violence envers les aînés. Et on va aller en discuter avec notre invitée. Monique Leduc, travailleuse sociale au programme de soins aux victimes de la GH. Allons-y. Monique Leduc, merci d'être avec nous aujourd'hui à Personne n'en parle. Bienvenue. Oui, bienvenue. Bonjour. Monique, pour commencer, on aimerait ça que tu nous parles un peu de ton parcours professionnel. Puis, je pense que ça fait un bon bout de temps que tu es à l'hôpital général d'Hawkesbury. Ça fait depuis 1998 que je suis à l'hôpital d'Hawkesbury, mais comme travailleuse sociale, ça fait depuis 2006. J'ai gradué de l'Université du Québec en Outaouais en travail social en 2002. J'ai commencé mon parcours à Valoris, qui était au service aux enfants et adultes au début. Puis après ça, j'ai commencé au soutien à domicile et à l'hôpital d'Hawkesbury comme travailleuse sociale en 2006. J'étais responsable de soins palliatifs, les programmes de counseling de deuil. Après ça, j'ai commencé à m'occuper de tout l'aspect de la planification de congés, les maisons de retraite, les applications soins de longue durée, puis assurer un plan de sécurité, puis les congés, puis donc adresser tous les autres types de problématiques, puis ce qui a inclus l'évaluation de la violence envers les aînés. Puis le programme a pris ils ont établi un nouveau programme de violence conjugale, violence sexuelle et violence envers les aînés qui a été lancé en 2019. Puis à partir de ce moment-là, il y avait ce programme-là spécifiquement qui adressait la problématique. Parfait. Puis c'est là que tu travailles présentement? Présentement, oui, ça fait juste un mois, oui, mais ça fait depuis 2006 que je suis travailleuse sociale à l'hôpital. Mais dans ce rôle-là, ça fait un mois, donc ça fait un mois, oui. félicitations. Merci. Oui, on est contente de t'avoir avec nous, toute ça va être un beau défi. Bien, super. Écoute, avec toi, aujourd'hui, on parle de violence envers les aînés. J'aimerais ça, si tu es capable, que tu nous donnes un peu des exemples de violence. Quelle forme ça prend comme violence quand on parle de violence envers les aînés? Tu sais, quand on dit violence conjugale, tout le monde a une idée de qu'est-ce que ça peut avoir l'air. La violence envers les aînés, c'est quoi? Mais même moi, je trouve que, est-ce qu'il y en a vraiment de la violence envers les aînés, me semble, sont assez âgés qu'il ne doit pas avoir de violence. Bien, c'est le but de la violence conjugale. C'est un des stéréotypes que la violence envers les aînés n'existe pas parce que sont vieux. Fait que ça en soi, c'est de l'âgisme, qui est un type de violence émotionnelle, psychologique envers les aînés. Puis c'est pas parce qu'ils sont aînés que la violence conjugale, si la personne aînée était dans une violence conjugale, dans une relation de violence conjugale, bien, c'est pas parce qu'elle a 60 ans qu'elle est plus victime de violence conjugale de la part de son conjoint. S'ils demeurent ensemble, la violence perdure et continue. Donc, le commentaire que je viens de faire, c'est vraiment de l'âgisme, là. Exactement. D'accord. Puis, donc, la violence envers les aînés, c'est le même type de violence que toutes les autres femmes ou hommes. Donc, c'est la violence conjugale, c'est la violence sexuelle, c'est tout. Donc, mais on la différencie un petit peu, la violence envers les aînés, parce qu'elle peut être intentionnelle et elle peut être non intentionnelle. Donc, ça, on va plus faire une référence à de la négligence envers les aînés par un manque de connaissances, par un manque de savoir-être. Par exemple, tu sais, les médicaments, une personne ne connaît pas tous les médicaments, donc peut ne pas bien répondre à un besoin physique de leurs parents ou de la personne aînée, mais pas dans le but de lui causer du tort, c'est juste qu'elle manque de connaissances, ne sait pas mieux ou ne sait pas référer de ce type-là. Ils sont aussi victimes de violences sexuelles.
sais, je ne sais pas si on se souvient, les gens de Hawkesbury, il y a une dame de 85 ans qui était décédée en l'an 2000. Violet Grave était Oui. son nom. Elle avait été agressée sexuellement et laissée abattue dans son domicile. Puis ça, on parle des années 2000. C'est Donc, vrai, ça? Parce que, tu sais, je me dis, mais je sais pas, mais il me semble qui voudrait agresser sexuellement une personne âgée, là, comme une femme âgée? ben, toutes les Il n'y a pas agressions rien sexuelles, d'attirant dans c'est ça, là. pas nécessairement une relation d'impulsion sexuelle, c'est aussi une relation de pouvoir. Donc, le pouvoir aussi peut être fait envers les aînés comme toute autre personne. Ah, OK. Puis, tu sais, moi, là, Monique, j'ai entendu dire, parce que les podcasts qu'on a fait auparavant, que la violence conjugale, l'agression sexuelle, c'est souvent commis par des personnes proches de ton entourage. Mais j'ai entendu dire qu'au niveau des personnes âgées, souvent, c'est infligé par des inconnus. Ben, c'est au contraire, c'est les personnes qui sont dans leur entourage qui les agressent Donc, ou les personnes âgées aussi. qui les négligent. Oui, tu sais, il y en a qui sont dépendants d'un soin, qui sont en perte d'autonomie, doivent rester chez un de leurs membres de la famille. Donc, cette personne-là qui est leur soignant et le réseau peut être son réseau social, donc les expose. Ça peut être des amis, des voisins, même des avocats qui leur font rédiger d'autres testaments. Fait qu'il y a une exploitation financière. Ça peut être leurs enfants, ça peut être le neveu, nièce. C'est souvent tous les gens de leur entourage. Aussi, on retrouve beaucoup de soignants qui Non, c'est ça, je peuvent m'en allais. être Abusant. les gens qui vont exploiter ou abuser ou être intolérants envers une personne, faire de la discrimination aussi envers eux. Donc, plus que les soignants sont épuisés, plus qu'on leur demande une charge de travail, plus qu'on leur demande même à leurs membres de famille de prendre soin de quelqu'un contre leur gré, Mhm. puis qu'on les demande d'être dans une position de donner des soins quand ils ne sont pas confortables, bien, on les expose, on augmente leur vulnérabilité Mhm. à devenir agressés. Agressé, OK. Parce que là, justement, tu me parles de vulnérabilité. Est-ce qu'il y a des facteurs qui rendent le risque plus élevé chez certaines personnes âgées? Parce que là, on voit qu'il y a beaucoup de similitudes autant avec tu sais, l'agression sexuelle que c'est souvent dans l'entourage proche. Mhm. Est-ce qu'il y a des facteurs de risque qui rendent des personnes âgées plus à risque de subir Ben, toutes ces en formes fait, de être une violence? femme est un des plus grands facteurs de Mhm. risque parce qu'il y a 70% de femmes qui sont agressées comparativement à 30% d'hommes. Et puis, donc, les raisons, c'est qu'on vit beaucoup plus longtemps que les hommes. Donc, Mhm. l'espérance de la vie chez la femme est plus élevée. Il y a beaucoup plus de veuves à la maison, donc plus à risque parce qu'ils sont seuls, parce qu'ils peuvent... Donc, plus vulnérable, plus facile à abuser. Plus facile. C'est comme, excusez l'expression, comme une proie Proie, plus ouais. facile que les gens qui n'ont pas d'éducation aussi. Tu sais, l'école, l'éducation n'était pas obligatoire à l'époque. À cette Mhm. génération-là. Donc, il y en a qui ne savent pas lire, écrire, compter. Il y en a qui se débrouillent très, très bien parce que c'est devenu ça partie de leur quotidien, puis ils ont adopté des mécanismes pour coper avec leur manque. Mais quand on enlève une personne qui vient les aider, bien, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va dire, bon, ben, moi, j'ai fait ton épicerie, ça a coûté tant pour un service, ou je vais t'offrir une ride ou un transport pour aller à Ottawa pour ton rendez-vous médical, mais je vais te charger tant. Mais le service ne vaut pas ça du tout. Ou je vais aller faire ton ménage, je vais te charger ça, mais... Donc, Donc, ils sont, si je sont comprends. exposés Mhm. à plus de risques parce OK. qu'ils ne savent pas lire. On peut leur expliquer, ah, ben, signez ça ici, monsieur, madame, mais ils ne l'ont pas lu. Puis ils font confiance vite. Ils font confiance. Les personnes âgées font confiance aux médecins, aux avocats, aux professionnels. Toutes les personnes en position d'autorité Oui, exactement. pour eux autres. Puis leurs membres de la famille aussi, parce qu'ils ont grandi aussi dans où ce que l'unité familiale était très, très important. On réglait nos problèmes ensemble, en famille. Tu sais, l'expression On lave notre linge sale en famille. Mhm. en famille, ben c'est ça. On essaie de gérer nos problèmes en famille. On ne demande pas de l'aide de personne. On ne demande pas que les autres viennent se mêler de nos affaires. On va s'organiser. On va collaborer
Donc, ça les met plus à risque. Parce que si c'est un membre de la famille, tu t'attends pas à ce que ton enfant, ou même frère et sœur abuserait de toi, là, au niveau monétaire, financier ou quoi que ce soit. Ben c'est ça, ils leur font absolument confiance. Puis l'autre chose, c'est qu'il y a des parents, si on parle de parents-enfants, qui vont couvrir leurs enfants dans leurs problèmes de toxicomanie ou de dépendance aux jeux compulsifs, ces choses-là pour protéger l'enfant. Pour les protéger. C'est sûr qu'en même temps, ça les aide pas parce qu'ils continuent dans leurs problématiques. Par contre, il y a des gens qui préfèrent que leurs enfants soient en sécurité à la maison, puis se négliger au niveau de leur alimentation, vêtements, activités pour protéger leurs enfants. Okay. Dis-moi donc, là, on parle beaucoup d'abus financiers présentement. Est-ce que c'est l'abus qui est le plus fréquent que vous rencontrez? L'abus le plus fréquent, c'est l'abus émotionnel psychologique. On la retrouve à environ à 26 %, et puis l'abus financier, 25 %. OK, fait que c'est très proche. C'est très, très, très proche. Puis là, tu m'as dit abus émotionnel et psychologique. L'abus psychologique émotionnel. Peux-tu me donner des exemples de ça un peu? C'est le plus prédominant. Donc, l'abus émotionnel psychologique, ben c'est comme, tu sais, on va nier, on va la dénigrer, on va rire de elle, on va leur faire croire qu'ils sont plus bons pour la société. C'est des vieux, c'est pas grave, ils sont à la fin de leur vie, ils savent pas qu'est-ce qu'ils veulent dire, ils doivent être déments. Toutes ces petites choses-là, pour les ridiculiser, leur donne une estime de soi beaucoup plus inférieure, ça les atteint émotionnellement et ça leur cause de la détresse émotionnellement, ça leur cause aussi, il y en a qui vont marchander, tu sais, un peu la menace, ben si tu en parles ou si tu fais pas ça, ben je vais te placer dans un foyer, c'est pas ça que tu veux. Donc, il y a ce marchandage-là aussi qui existe. Fait qu'eux autres, ils ont peur d'être placés, c'est leur domicile ou ils s'en vont vivre chez un de leurs proches. Donc, ils n'ont plus de résidence. Fait que s'ils ne retournent pas dans ce milieu-là, ben où est-ce qu'ils vont aller? Ils ne veulent pas aller en foyer. Il y en a beaucoup. La majorité que j'ai croisée ne veulent pas aller dans un foyer de soins de longue durée ou une résidence. Ils préfèrent rester à la maison. Il y en a qui préfèrent vivre une certaine violence que d'aller dans une résidence. Mais fait que s'il y a beaucoup de ce type-là. On entend souvent chez les personnes âgées quand ils parlent qu'ils vont dire moi, je veux mourir chez nous. Là. Tout à fait. Puis est-ce que leur revenu peut les mettre plus à risque au niveau des abus? Le fait d'avoir le revenu familial? J'ai vu de tout. Tu sais, il y en a qui n'ont pas beaucoup de sous, puis il y en abusent pareil. Il y en a qui ont beaucoup de sous, fait que oui, effectivement, plus que tu en as, plus que le monde en veut. Ils veulent leur petite part d'héritage. Il y en a qui vont demander leur héritage avant le décès, des choses comme ça, ou faire changer des testaments. Puis mettre de la pression. Mettre de la pression. Je vais prendre soin de toi si tu me donnes au testament, puis tu changes ton testament. Tu viendras vivre chez nous pour pas que tu ailles en résidence. Mais ça, c'est moi te charger un loyer, je vais te charger une pension, tu sais. Fait que c'est vraiment aller chercher tout ce qu'on peut financièrement. Donc, émotionnellement, la violence émotionnelle, psychologique, c'est tout ce qui atteint l'angoisse, qui minimise la personne. Puis, financier, bien, c'est tous les retraits bancaires sans les consentements, vendre des objets, faire changer des testaments, repayer pour des testaments, repayer pour des services beaucoup plus dispendieux. Et puis, c'est sûr qu'il y a aussi la violence sociale. On les empêche d'aller dans des endroits sociaux, dont des activités de jour à l'église ou rencontrer certains, des fois, c'est les membres de la famille. Quoi? Bien, c'est parce que pour les isoler, les garder à la maison, pour pas qu'ils parlent non plus, pour les couper de l'extérieur, pour qu'ils viennent dépendants de cette personne-là. Vraiment le même pattern là, qu'on retrouve en violence conjugale ou en agression sexuelle. Exactement, l'isolement. Monique, dis-moi donc, en tant que proche, est-ce qu'il y a des signes avertisseurs auxquels on doit porter attention chez nos parents? Parce que si, admettons, bon, là, c'est pas moi qui est abuseur dans ce cas-ci, c'est peut-être quelqu'un à sa résidence, c'est peut-être mon frère, ma soeur, quelqu'un d'autre. Y a-t-il des trucs, des choses qu'on doit porter attention pour prévenir que ça aille plus loin, admettons, là? Bien, effectivement, les nouveaux amis qui arrivent dans la vie de quelqu'un puis qui prend beaucoup, beaucoup de place. Un nouveau chum? Un nouveau conjoint?
Ça peut être ça peut être juste un nouvel ami, un des voisins qui sont là, puis qui vont plus souvent chez une personne, qui vont leur donner un service. Il y a aussi... Un proche aidant? oui, un proche nouvel aidant qui va au-delà de ses fonctions de travail. Fait qu'on pourrait voir que la personne, après ses heures de travail, va faire un petit tour chez notre parent, lui donner son numéro de téléphone, va l'appeler régulièrement. Tu sais, un peu les enfants qui sentent qu'ils perdent un peu leur place, puis il y a quelqu'un d'autre dans la famille qui veut en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça peut être un signe pour un membre de la famille de dire « Oh, peut-être que je devrais faire attention à ça. » Les scams qu'on en entend souvent parler, il y a beaucoup de gens qui vont faire du porte-à-porte ou des appels pour dire aux personnes, ben ils vendent tel produit ou tel service. Puis là, il y a un petit peu de vente à pression, d'aller chez un concessionnaire, un vendeur, les prix, tu sais, ils ont beaucoup de façons de s'infiltrer. Puis de prendre, parce que les gens, ils font confiance. Fait que c'est toujours de demander à notre parent, bon, ben, tu sais, soit le contrat de location, avez-vous besoin que j'y aille avec vous? Ça aussi, ça peut... Parce qu'il y en a qui abusent comme ça aussi dans le day-to-day, là. Oui. Tu sais, ou faire rénover quelque chose dans la maison, ils vont charger le double parce que c'est une personne âgée ou... oui, aller chez le concessionnaire de voiture, par exemple, tu sais. Il y a ça, madame a changé sur votre véhicule, puis on change un paquet d'affaires qui, dans le fond, c'est encore bon. Même le testament, tu sais, t'as pas besoin de le refaire, mais ils vont te dire, ben oui, ça prend un nouveau testament, madame, mais le testament est déjà fait. Le conjoint est décédé, fait que c'est elle qui hérite. Puis après ça, c'est ses enfants. Mais pas besoin de faire un nouveau testament, le testament était déjà fait. Mais eux autres vont dire, ben oui, ça m'en prend un nouveau. Parce qu'ils connaissent pas tous les services, ils connaissent pas les lois. C'est ça. Quand tu parles d'un autre testament, si quelqu'un te dit, ben, tu sais, ton notaire ou quoi que ce soit te dit, il faut faire un nouveau testament, ben tu le crois, parce que c'est lui qui a les connaissances et tout. Tu t'appelles chez Bell, tu as un problème avec ton téléphone. Bon, ils te chargent un ci, ils te chargent ça, mais finalement, tu n'avais pas besoin de payer tel service. Bien, tu sais, quand il y a quelqu'un qui est en arrière puis qui recheck, qui revérifie, qui revérifie pour leurs parents, bien ça l'aide toujours. Parce qu'on peut toujours rappeler, puis, tu sais, faire des arrangements avec eux. Il y a aussi, toujours regarder s'il y a des ecchymoses, si le comportement de la personne a changé, est-ce qu'elle est plus méfiante, plus renfermée sur elle-même. Tu sais, quand on dit, ben c'était pas ma mère ou c'était pas mon père, ça, elle sourit plus. Oui, ou elle est plus isolée, elle participe plus à rien. Advenant qu'elle est en résidence, est-ce qu'elle dit qu'elle a peur ou qu'elle n'aime plus cette place-là? Je peux pas faire ça, ils vont me chicaner. On a entendu aussi des gens qui étaient dans les maisons de retraite, puis quand ils sont incontinents, ils se font chicaner parce que c'est une charge de travail. Puis il y en a qui ont développé des infections urinaires, ils ont eu plusieurs chutes. Il y en a que, tu sais, là, ils ont vraiment peur de se déplacer, fait qu'ils demeurent dans la chambre. Fait que c'est toutes des petites choses comme ça qu'il faut surveiller. Est-ce que tu dirais, Monique, qu'en général, en vieillissant, la capacité de faire des choix puis de prendre des décisions réfléchies diminue? Bien, pas nécessairement, parce que... Considérablement? La majorité des gens sont compétents plus régulièrement, donc sont capables de prendre des décisions éclairées. C'est juste qu'ils ne sont pas conscients de certains services, des règlements, le prix, les lois, les prix pour les services, des choses comme ça. Puis ils ont tellement confiance, puis il y a tellement de choses qui ont changé qu'ils ne sont pas au courant dans la technologie, les transferts bancaires, là, tout se fait par Internet. Les rencontres se font par Internet, tu sais, des appels. La technologie, fait que la technologie a changé, les services ont changé. Fait que c'est difficile de se retrouver. C'est sûr qu'il y a des gens qui ne sont pas aptes à prendre leurs décisions. Puis qui sont atteints de problèmes cognitifs. C'est beaucoup plus facile
faire d'exploitation financière avec une personne qui ne comprend pas la différence entre 20 et 200 à la fin du mois. Puis la personne ne va pas dire, bon, ben il va te rester 200 $, est-ce que je peux avoir la fin pour me payer parce que je t'ai dépanné ce mois-ci? Ça va être, ben il t'a resté 20 $, puis elle ne pose pas de questions. Tu sais, ils vont pas, ils doutent pas ils font confiance. Pas juste naïvement, c'est plus dans leur nature. Ils ont grandi comme ça, fait qu'ils ont confiance que les gens sont bons. Non, puis ils ont besoin d'aide oui, aussi. Effectivement. Fait que c'est ça. On note pas trop. Oui, puis est-ce que tu dirais que, tu sais, pour permettre, je veux dire, quand tu es plus âgé et tout ça, souvent, j'en entendais parler avec les personnes âgées, puis on utilise des termes à 100 $, là, au lieu d'utiliser un langage simple, puis s'assurer que la personne âgée, elle comprend bien ce qu'on lui dit, là. Puis avec ça, je te dirais que c'est important aussi de parler, oui, exactement leur langage, mais de ne pas les traiter comme des enfants non plus, puis des ignorants. Parce qu'il y en a beaucoup qui les traitent comme s'ils ne sont même pas dans la pièce, puis qui ne les considèrent même pas dans la prise de décision parce qu'ils ont le mandat en cas d'inaptitude, mais la personne devant nous est complètement apte à prendre ses décisions. Donc, ça aussi, c'est une indication qu'il faut respecter leurs choix. Puis, c'est pas nécessairement tout le temps les choix que nous, des fois, on prendrait, mais eux, ils ont vécu des choses, il faut les considérer. Eux autres sont prêts, ils acceptent des risques des fois, c'est ce qu'ils veulent. Bien, il faut respecter ça aussi. Puis, des fois, c'est plus difficile comme intervenant parce qu'on est comme, ben voyons donc, tu sais, il y a telle situation, elle donne son argent, puis elle se prive. Bien, c'est son choix. Malheureusement, elle, la personne, elle sait, elle comprend, mais c'est ce qu'elle veut faire. Elle préfère ça comparé à une autre option pour elle qui n'est pas à l'aise. Puis quand elle ne sera plus à l'aise dans cet environnement-là, elle va peut-être chercher de l'aide ou tendre un commentaire, soit en résidence, à l'hôpital aussi, ou ces choses-là. Est-ce que les aînés dénoncent rapidement la maltraitance? Ou... Non, ils ne dénoncent pas rapidement parce que, de un, ils veulent pas de créer de problème. Si c'est un membre de leur famille ou un proche, un ami, ben ils veulent les garder dans leur réseau. Fait qu'ils ne vont pas dénoncer nécessairement. Sinon, si c'est quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, ben là, ils ne veulent pas passer pour un dément donc il n'a plus ses capacités, puis il est naïf, il n'a pas fait confiance, puis il a radondu. Donc, ils ont tendance à minimiser puis protéger les gens pour normaliser qu'est-ce qui s'est passé aussi, puis pas s'auto-ridiculiser. De dire, j'ai radondu, puis parce que je suis vieille, je me suis encore fait avoir. Est-ce que tu penses qu'il y a aussi toute la question de honte et de culpabilité? De honte dans le sens, ben là, tu sais, j'ai vraiment besoin d'aide, puis je suis une charge ou je suis un fardeau pour mon enfant, puis là, ben si j'existe trop, si je dis que j'aime pas ça ou que ça me fait mal ou que je suis pas contente, je vais en payer le prix ou quelque chose. Effectivement, surtout en résidence, là, parce qu'on a remarqué qu'il y a la statistique qui démontre que 48% des femmes qui sont, c'est des agresseurs, ben travaillent dans le domaine de la santé. Alors, dis-moi ça, attends, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. 48% que c'est des femmes qui agressent? Oui. Ah, OK. Qui travaillent dans le milieu de la santé. Sur le 8 à 10% des personnes âgées qui sont abusées en Ontario, là, qui ont dévoilé de l'abus, 48% des agressions sont commises par une femme qui, puis eux, ils travaillent dans le domaine de la santé. OK. De ça, tout le 48%, c'est des femmes qui travaillent dans le domaine de la santé. C'est ce que le réseau ontarien démontre. Parce que souvent, c'est comme, tu sais, il inclut aussi on est épuisé, on est surchargé. Fait qu'il y a des soins qui manquent, il y a une intolérance. Il y en a qui sont retraités, fait qu'ils travaillent à la maison avec leurs proches aidants. Mais tu sais, ça me fait je t'excuse, mais je suis choc, mais aussi, il faut considérer que le réseau de la santé,
Ben, c'est principalement des femmes qui Oui, travaillent. oui, Au oui. niveau des soins. Puis je veux dire Exactement. que ça l'effet des médias, là, je dirais, dans la dernière année, où ce qu'on a entendu souvent parler, les agressions dans les résidences pour personnes âgées ou en CHSLD, les soins infirmiers, tout ça, la plupart du temps, c'était des femmes infirmières Oui. Mais sur les si, choses. si tu me dis que c'est 48 qui vient, on va dire, du monde hospitalier, donc on peut penser en soins de longue durée, en résidence, s'ils viennent du milieu de la santé, les femmes abuseurs, ça veut dire que à peu près, c'est 50-50. 50 que ça peut se passer un peu en résidence, puis 50 que c'est comme des proches, dans le fond. Oui, tout à fait, parce que la violence, elle est faite 50 par des femmes, 50 par des hommes, à peu près, là. Mhm. Puis dans ce pourcentage-là de femmes, beaucoup travaillent dans le domaine de la santé. OK. Wow. Comparativement aux hommes, ils travaillent plus comme des métiers de profession. OK. Camionneurs, transport et autres. Mhm. OK. Des employés, du travail en relation d'aide, hein? C'est ça. Apporter des soins. Puis si je me rends compte, moi, que ma mère, admettons, est dans une résidence pour personnes âgées, puis j'ai porté attention aux signes que tu as parlé tantôt, puis je soupçonne quelque chose, j'en parle avec ma mère, elle confirme, elle me raconte qu'est-ce qui est arrivé. Puis je vois que ça l'atteint beaucoup. C'est quoi les ressources qu'on a? Bon, toi, tu travailles à l'HDH, mais vers qui je me tourne, là? Si je me rends compte que on va mettre ça au pire, ma mère, elle est abusée physiquement, sexuellement. On va mettre ça gros, là. Émotionnellement. Pas que les autres types d'abus sont pas graves, pas du tout, mais mettons, vers qui je me tourne, là, ici? Bien, la première chose, là, c'est est-ce que la personne veut veut dénoncer? En résidence, c'est la seule comme la personne est obligée de rapporter. Si moi, j'entends qu'il y a à l'étage ou que la personne est victime d'abus en résidence, je dois téléphoner, je dois rapporter l'incident, je dois téléphoner au RHRA, c'est le réseau des résidences, là. Je ne connais pas le terme en français, désolé, mais c'est le réseau pour les résidences privées. Donc, il faut rapporter l'incident. Eux, il y a un numéro de téléphone, on les appelle, ils ont un enquêteur, puis qui vont faire une tournée de la résidence, vont aller recueillir, ils vont rencontrer notre parent, ils vont aller rencontrer la résidence. Ils ont une enquête à faire. Ça, c'est quelqu'un à l'interne, un employé? Non, c'est quelqu'un à l'interne. C'est quelqu'un qui est responsable du RHRA, Retirement Home Regulation. Oui, mais qui doit Association. lever le flag. Il Oui. faut que ce soit quelqu'un de la résidence. Un membre de la famille ou un membre de... OK, la famille peut Moi, aussi. c'était pris comme Parfait. toi le scénario. Oui. Tu as dit qu'est-ce que je fais, mais si toi t'appelles à... Moi aussi, je peux. Là. Oui. OK, parfait. Puis la même chose pour les soins de longue durée. Les soins de longue durée ont une autre ligne d'écoute, une autre ligne pour faire les enquêtes par le ministère. C'est le Action Line Ontario. Puis, donc, eux aussi, le ministère envoie une personne ressource, faire les évaluations du foyer, mais toutes les plaintes se font de façon anonyme. Donc, quand que la personne s'en vient faire enquête à la résidence ou dans le foyer de soins, ils nomment pas de personne. Ils vont demander de regarder 2-3 dossiers. Comme ça ne permet pas d'identifier la personne qui a fait le signalement. OK, parfait. Mais je trouve que, comme Pour dans ce qui est... tout, Oh, excusez. c'est pas évident, là, comme dire, porter une plainte, toi, tu dois retourner dans cette chose-là, parce que la peur est là quand même. Oui, pour la j'imagine. Parce qu'ils ont personne peur âgée. d'être victimes de plus d'abus après. Oui. Fait qu'il y a toujours le 911, la police à contacter. Il y a le Care4, qui est un programme de prévention aux abus aux aînés, qui est situé à le bureau principal est à Cornwall. Donc, eux, ils ont leurs intervenants qui font les enquêtes également, puis qui vont offrir du soutien, là. C'est parce que l'hôpital, toujours. on sait tous nos scénarios, mais je fais juste penser que si une personne âgée, ça doit être difficile pour elle de faire semblant que c'est pas elle qui a fait de plainte ou rien de ça, mais elle retourne au foyer, puis ces personnes-là sont encore sur place, ils pourraient, tu sais, dire « C'est toi là, qui a fait la plainte », puis ils peuvent faire ça à toutes les personnes. La majorité des gens, là, Pas une supposés, fois que la mais plainte est faite, il y a sont eu une retirés. accumulation avant de se rendre à divulguer à ton enfant ou à quelqu'un que
ne sont pas confortables. La majorité ne veulent pas retourner Mhm. dans cet environnement-là. Ils vont relocaliser dans une autre résidence. Ah, OK. Donc, il y a des options pour ces personnes. Souvent, les gens ne veulent pas retourner. OK. Juste pour clarifier. Ils ont Ben oui. peur. Ils ont vraiment peur. C'est ça. Pour ne pas les empêcher de dénoncer s'il y a l'abus. Puis les enfants qui protègent ne veulent pas Que le parent retourne. que le parent retourne. D'accord. Puis dis-moi, tu mentionnais, oui, l'hôpital parmi les services. Dans le fond, comment une victime arrive à l'hôpital? Si elle se présente par elle-même, c'est parce qu'il s'est référé, parce qu'il y a eu une plainte, justement, c'est pour avoir du support. Dans le fond, Ouais. comment? Souvent, les personnes rentrent en premier à l'urgence. Une fracture, un autre problème de santé, infection urinaire ou peu importe. Et puis, ils vont commencer à parler, dire, ah ben là, je viens de faire telle chose ou j'ai peur. Donc, il va y avoir un signalement, des fois, où le soignant va être épuisé. Fait qu'on peut voir la tension à leur arrivée à l'urgence. Dépendamment des blessures aussi qui sont rapportées, il y a une identification aussi, puis une évaluation qui est faite par le docteur, l'infirmière. À ce moment-là, nous, on va recevoir une consultation. On va faire un dépistage avec eux. Puis, s'ils sont admis à l'étage, puis qu'ils commencent à parler avec un soignant, parce que souvent, ils vont identifier, comme ils vont établir un lien de confiance avec quelqu'un, vont commencer à en parler à une préposée ou à une infirmière. Et puis, ensuite de ça, moi, je reçois la consultation. On fait un dépistage avec la personne. On la rencontre, on va lui poser les questions, on va discuter, on va établir un plan de sécurité, puis on va impliquer les services à ce moment-là appropriés. C'est arrivé aussi qu'on a fait des contrats avec des gens, surtout dans les aspects de négligence parce que les gens refusent des services à leur congé. Ils ne veulent pas être admis, des fois aussi non plus, parce que s'ils sont admis, on a un risque de reconnaître de l'abus. Puis au congé, bien, ils ne veulent pas d'aide à domicile. Ils refusent les soins à domicile, ils refusent tous les programmes qu'on peut mettre en place. Pas que Pour pas que ça soit vu. Donc, des fois, c'est la personne, même des fois, c'est l'agresseur qui ne veut pas les services. Donc, c'est arrivé dans des cas de négligence dans le passé aussi qu'on a fait comme des compromis. Bon, bien, la prochaine fois que tu vas revenir, si tu n'as pas eu tous ces services-là, ça fait tant d'admissions, par exemple, que tu reviens, puis ça, c'est les mêmes problématiques. Bien, si les besoins de la personne n'est pas comblés, puis que l'hôpital n'est pas confortable de retourner un patient à risque dans un milieu de soins, si la personne n'accepte pas de l'aide, bien, ça peut nous démontrer qu'il y a une résistance de répondre aux besoins de la personne qui est devant nous. Donc, des fois, on a vu à dire, bien, la prochaine fois que tu vas revenir, il va falloir intervenir parce que là, la situation va devenir hors de votre contrôle, puis votre sécurité est en jeu, la sécurité de votre proche est en jeu. Donc, il faut... puis, la majorité des gens, à ce moment-là, vont accepter les services à la maison pour répondre aux besoins de leurs proches. OK. Puis, si on prend donc ça, il peut y avoir une clientèle qui arrive par l'urgence. Si je prends le scénario que Marie-Pierre a dit comme exemple, c'est sa mère. Elle s'aperçoit en intervenant auprès de sa mère qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Est-ce qu'elle pourrait appeler ton programme puis dire, écoutez, moi, ma mère, blablabla, il s'est passé telle chose, elle m'a partagé telle affaire. Est-ce qu'elle pourrait être vue à l'hôpital? Effectivement. C'est sûr que ça prend toujours un consentement de la part de la personne qui est devant nous. C'est sûr que, tu sais, si tu m'appelles puis tu me partages ces inquiétudes-là ou le préposé c'est sûr que moi, quand je les rencontre, je leur demande tout le temps si je peux aller jaser avec eux. Puis je m'annonce et j'annonce mon programme. Okay. Puis je m'en viens leur parler de mes inquiétudes ou les inquiétudes qui m'ont été partagées. Donc, faut adresser la situation. Des fois, on a peur parce qu'on ne veut pas... mais c'est la meilleure façon de rejoindre ces gens-là, c'est de leur parler, leur dire les vraies choses, puis aller chercher c'est quoi leur réalité à eux, c'est quoi, comment est-ce qu'eux vivent ça. Est-ce qu'ils sont inquiets? Est-ce qu'ils ont peur? Est-ce que... Donc... Puis toi, ton rôle, dans le fond, c'est surtout de les diriger vers d'autres sources. C'est quoi les services, dans le fond, que tu offres en tant que travailleuse sociale à ce programme-là pour les victimes? Bien, c'est faire un peu le dépistage. Ouais. Est-ce que c'est de l'abus?
Est-ce que c'est de la négligence? Est-ce que la personne est au courant de l'abus ou ne l'est pas au courant? Est-ce qu'elle voit ça comme de l'abus? Est-ce qu'elle est confortable? Est-ce qu'elle est capable de prendre les risques? Tu sais, c'est de comprendre les risques dans laquelle elle doit retourner, par exemple. Fait que c'est d'explorer avec elle son niveau de compréhension, Ouais. sa perception, sa réalité, puis le niveau de risque. Puis établir avec cette personne-là un plan de sécurité selon ses besoins, ses souhaits, et puis de regarder ça avec elle. C'est sûr que nous, on peut faire un certain suivi téléphonique et on peut le voir certaines personnes aussi après pour continuer un support émotionnel. Mais il y a aussi le Care for qui vont agir en communauté. Puis des fois, c'est d'impliquer aussi la curatelle. Quand on parle d'une personne qui n'est pas apte à prendre ses décisions, il faut impliquer la curatelle. Ou des fois, c'est un retrait d'un mandataire. Donc, la curatelle doit être impliquée. Donc, c'est eux qui vont faire le suivi de ces dossiers-là en communauté. Parce que vous avec pouvez le la faire. OPP. Tu sais, je veux dire, si toi, tu as vraiment peur pour une personne aînée, tu sais, un enfant, on va dire, on va lui enlever la garde, là. Je sais pas comment ça fonctionne avec c'est une ça, parce personne que âgée. ce qui est plus difficile avec les personnes adulte. aînées, c'est qu'ils ont le choix de prendre une décision. Ouais. Fait que même si nous, on n'est pas confortable, si eux sont au courant, puis c'est leur réalité, puis ils sont OK avec ça, T'as pas le malgré notre inconfort, on n'a pas le choix de suivre ce que la personne devant nous décide. Est apte. Est Mais apte, si, c'est un mettons, adulte. OK, puis j'imagine que si elle n'est pas apte à prendre ses décisions, la plupart du temps, il y a un... Bien, c'est ça. Il y a une enquête, il y a procuration. la curatelle qui doit être impliquée à ce moment-là. Il y a des retraits de mandataires qui peuvent être imposés. Il y a... Il y aurait aussi- des options. oui, il y a aussi la OPP qui est impliquée. Donc, c'est sûr qu'il y a d'autres avenues là, au niveau des ressources. Monique, j'ai une question à 1 million. Oui. À quel âge est-ce qu'on est considéré comme une personne âgée? Les études disent c'est 60 et plus, mais je ne crois pas qu'à 60 ans, on est une personne âgée, mais c'est 60 et plus que les études commencent à inclure les aînés dans le OK. 60 et plus. OK. Mais la norme d'âge pour les victimes est d'environ 80. 80. Vraiment. Puis, tu sais, on entend souvent dire vous pouvez avoir votre carte de l'âge d'or à 55 ans. Je me dis, Seigneur. Mais oui. OK. Donc, la moyenne d'âge pour les victimes, c'est 80. C'est 80. OK. Est-ce que ça a changé au courant des dernières années ou ça a toujours été... Bien, j'imagine que ça change avec l'espérance de vie qui Ouais. augmente aussi. Et puis, c'est un peu ça. Parce qu'on a une population qui Qui est plus vieillit de plus en vieillissante. plus. En fait, par 2036, les aînés devraient représenter 25 de la population. Présentement, on est à 13 OK. environ. Puis par quelle année? 2000? 2036, 36, on devrait être ouais. Quand même pas environ, si loin. à 25 de la population va être des aînés. C'est en bas de 15 ans, là. C'est Oui, quand même pas c'est C'est si bientôt. nous autres. Oui, c'est nous autres. Puis combien de personnes à chaque année à peu près la GH voit au niveau des personnes Bien, on n'a jamais âgées? vraiment gardé de statistiques. OK. Autre que depuis le programme Oui. d'agression qui a commencé en 2019. Ça fait que la première année, on a eu un petit peu moins. Puis 21, je pense qu'on a vu autour... Attends une minute, j'avais mis mes chiffres. Je vais vous dire ça. Je pense qu'on avait vu autour d'une vingtaine de... Donc, en 2019, il y a eu 23 cas qu'on a vus. En 2020, on a vu 21 personnes. Et malheureusement, avec la pandémie, on a eu moins de dévoilements. On a eu 12 personnes en 2021. Bien, c'est ça, j'allais aussi te poser comme question. Est-ce que la pandémie ça avait eu un effet? Là, on le voit. Le monde juge que c'est pas le temps de dénoncer. La situation, j'imagine, est tellement incertaine. Bien, c'est que malheureusement, on ne les voit pas. Tu sais, on n'a pas de service à domicile. On a moins de services à domicile depuis la pandémie. Il n'y a pas de visite dans les résidences. Les soins Les longue abuseurs durée. ont le beau jeu. Il n'y a pas de visite dans les centres hospitaliers non plus. Ça a On été fuit les coupé. urgences aussi. Donc, on a coupé des liens aussi avec nos familles, malheureusement, parce que ils vont plus nous appeler qu'en visite. Puis quand on avait des visites, ben ils pouvaient regarder un œil un petit peu plus sur eux.
C'est la même chose pour les résidences. Il y a pas de... Ils sont pas la bienvenue. Donc, les visites se font virtuelles. Un peu comme la violence chez les enfants, elle est moins dénoncée parce que les enfants sont moins à l'école. Ils ont tendance à moins aller en parler aux professeurs. Donc, c'est la même chose pour les aînés. Ils ont moins de contacts. Donc, Même ils ont chose moins de pour la personnes. violence conjugale. Exactement. Les abuseurs sont à la maison. Le confinement n'a certainement pas aidé. Là. Effectivement. Le nombre d'appels de crise a baissé, puis le monde aussi dans les services. On a demandé aux gens de rester à la maison le plus possible. Il n'y a pas de service, ou il y a peu de services, je devrais dire, pas, mais il y a peu de services pour eux. Donc, de prendre soin de quelqu'un qui est complètement dépendant de nous, avec moins de services, un patient qui est plus déprimé, qui a des problèmes de comportement parce qu'il y a des problèmes cognitifs, on se retrouve seul avec ça, comme membre de famille ou comme soignant. On n'a pas de support, on n'a pas de relève, puis on ne sait pas où aller. On ne peut pas aller dans les hôpitaux où ils sont pleins. On ne peut pas aller en résidence s'il n'y a pas d'admission, surtout en soins de longue durée, parce que tout est fermé. Fait que ça les expose beaucoup plus à la violence. Puis on a entendu parler de l'impact de la pandémie sur la santé mentale des gens aussi. Je pense que les aînés, c'est pas mal les plus grandes victimes de la pandémie. Aidants aussi, je crois. Ben oui, parce que comme ça a commencé au début, on les a identifiés comme des gens qui étaient vulnérables. Donc, de là, l'âgiste, ils se sont dit, ils sont déjà faibles, ils ont toutes sortes de problèmes de santé, fait que c'est eux les vulnérables. Fait qu'il faut les protéger. Fait que les gens qui n'étaient pas satisfaits avec les mesures sanitaires ont comme remis le blâme aux aînés, puis il y en a qui ont dit, c'est des aînés. C'est pas bien grave. Fait qu'il y a tout eu ce manque de compréhension-là, de compassion envers eux. Ils ont été privés de visites, privés de soutien. Fait que c'est sûr que ça a eu un impact chez eux, dans la dépression, l'isolement, les troubles cognitifs. Il n'y a plus de stimulation. Ils ont cessé les activités dans les résidences. Fait que la stimulation cognitive est à moindre. Fait que c'est sûr que ça a escaladé certains comportements. Puis il y a un manque de stimulation fait on sait que la personne c'est important. Là, décompense. Il y a beaucoup plus d'angoisse, de peur. Ils restent à la maison parce qu'eux autres aussi ont eu très peur d'aller chercher des soins. Ils avaient peur d'attraper la maladie, de causer la mort à d'autres gens aussi. Puis, donc, ils ont resté dans leur environnement plutôt qu'aller chercher de l'aide ou plutôt que de tendre la main parce qu'ils ne savent pas où aller non plus. Donc, oui, effectivement, cette pandémie. Donc, ce qu'on retient de tout ça, c'est d'être attentif. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent? Bien, que c'est des personnes à part entière. C'est pas parce qu'ils sont plus vieux que sont pas intelligents, de un. Ils ont tout un bagage de culture, de connaissances que nous, on n'a pas. Ils ont vécu des obstacles qu'on n'a pas vécu. Que peut-être on ne traversera jamais non plus. Puis nous, on s'en va vers ça aussi. Donc, moi, je dis, il faut les traiter comme nous, on voudrait être traités. Avec respect. Bon puis c'est un bon point, Monique, parce que je me disais, je t'écoutais parler, puis je me dis, on dirait que tout le monde pense, parce que je veux dire, s'il y a une justice sur cette terre, c'est qu'on vieillit tous. Exactement. Puis on dirait qu'il y a du monde qui pense qu'ils ne seront jamais une personne âgée. Et puis, la société dans laquelle on vit repousse toujours le vieillissement. Comme si on ne devrait pas vieillir. On parle, de tous les avancements dans la médecine, esthétique également. Donc, on a comme appris jeune que, il y a des choses qu'il faut les remplacer, c'est vieux, c'est pas bon. Fait qu'il y a tellement de petits mots négatifs qui est attribué au vieillissement qu'on oublie que le vieillissement, c'est oui, la sagesse, on en parle, ça fait mais partie effectivement, de la vie. c'est la sagesse. J'ai 40 ans. Je me sens plus sage que j'avais quand j'avais 30 ans. J'ai plus de bagages. Je pense que je suis plus même raisonnée que j'étais il y a quelques années. Il y a des choses que j'ai appris, il y a des choses que je suis capable, comme personne maintenant, de dire, non, ça, j'en ai pas besoin, puis ça, c'est ce que je veux. Ce que je veux, je le sais beaucoup plus aujourd'hui que je le savais il y a plusieurs années. Puis effectivement, il y a l'expérience qui vient en jeu, mais ils ont tellement à partager, comme il faut les écouter.
Mais je trouve qu'on est une société qui ne prend pas soin de ces personnes aînées, ces personnes âgées. Tout à fait. Puis, c'est vrai, on fait fi de tout leur bagage de connaissances. Tu sais, il pourrait y avoir des beaux transferts de connaissances entre générations Oui. avec ces personnes-là. Mais non, on met beaucoup d'emphase sur la beauté, la jeunesse, les capacités, la performance. Puis on oublie cette Ben, c'est comme catégorie de si gens-là. le vieillissement est égal à quelque chose qu'il ne faut pas faire, Ouais. qu'il faut éviter à tout prix, parce que c'est égal à l'hébergement en soins en soins de longue durée. Mhm. Et puis, les jeunes, c'est comme tellement déséquilibré par rapport à eux où eux ils sont, puis les personnes âgées, pas, tu sais, il y a tellement un écart Aux antipodes. mais quand que les personnes sont en présence des jeunes, ils aiment ça raconter leur histoire. Mhm. Puis, tu sais, des fois, on dit « Ah, ils rencontrent tout le temps la même chose. » Oui, mais ils veulent partager, ils ont du vécu. Oui. Ils veulent se sentir écoutés, ils veulent partager leur histoire. C'est ce qui leur reste. C'est des Oui. souvenirs. C'est de vouloir essayer de montrer des choses à leurs petits-enfants, à d'autres personnes. Il faut les respecter. On s'en va par là. On s'en Oui. va tous par là. Ben, sur ces sages paroles, mesdames, on va conclure notre podcast d'aujourd'hui. Monique Leduc, dis-je. Merci d'avoir été avec nous Ben, ça m'a aujourd'hui. fait gros plaisir. merci. Ça m'a fait plaisir. Merci. Merci. Super belle balado encore aujourd'hui. Oui, C'était très intéressant. vraiment intéressant de jaser avec Monique. Mhm. Sylvie, de ton côté, qu'est-ce que tu retiens? Moi, je te dirais 3 choses. J'ai trouvé intéressant d'en entendre parler sur l'âgisme. Hein. Monique nous a expliqué, parce qu'on entend de plus en plus dans les réseaux sociaux, dans notre entourage, parler d'âgisme. Il y a aussi toute la question du vieillissement. Je pense qu'on a une leçon à apprendre d'être plus empathique envers les personnes âgées, parce qu'on est les aînés de demain. Donc, on devrait prendre beaucoup plus soin de nos aînés. Et ensuite, tout ce que la pandémie, comme dans bien d'autres services, a apporté, puis l'impact que ça a eu chez les personnes âgées, l'isolement et tout ça, on a entendu parler beaucoup dans les médias. Ça aussi, je pense qu'il ne faut pas négliger cette partie-là. Ben, tout à fait. Puis les aînés, hein, c'est nos parents, c'est nos grands-parents. Ils méritent notre respect, ils méritent d'être bien traités. Si jamais vous êtes un proche aidant, vous soupçonnez peut-être quelque chose là, au niveau de la violence envers les aînés, votre mère, votre père, c'est ouvert à vous. Vous avez besoin de conseils, vous avez besoin d'aide. Bien, celui qu'on peut vous donner, c'est peut-être d'aller visiter le site de l'hôpital général d'Hawkesbury au hgh.ca. Vous allez sous l'onglet « Programmes et services ». Dans les soins urgents, vous allez trouver le programme qui est spécialement là, dédié aux soins des victimes d'agression. Et si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur nous, Maison Interlude House, bien, on peut vous conseiller d'aller aussi visiter notre site web. Vous allez découvrir qu'on est une agence, un organisme qui vient en aide aux femmes victimes de violences. Oui, donc si vous êtes victime de violence, n'hésitez pas à nous appeler, à clavarder avec nous ou même à nous texter. On est là 24/7. Bien, sur ce, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, puis on se dit à bientôt pour une autre balado. Merci, à bientôt. Cette série de balados est rendue possible grâce au soutien financier du ministère des Services à l'enfance et des services sociaux et communautaires dans le cadre de l'entente Canada-Ontario sur les services en français.